Je vais vous parler de l'autisme et j'ai été quand même dans une assez grande difficulté qui est, on va dire, la largeur du spectre, c'est-à-dire qu'effectivement, moi dans ma pratique clinique, je vois aussi bien ici au dispositif d'aide des enfants de 3 ans qui viennent tout juste d'avoir leur diagnostic, même pas 3 ans, et au centre ressources autisme, je rencontre et je fais les diagnostics d'adultes, parfois, voilà, je pense que le plus âgé va avoir une 60aine d'années. Donc évidemment, les réalités sont très différentes pour leurs proches, pour eux-mêmes et puis pour leurs proches. Ce qui est certain, alors je vais peut-être un petit peu plus parler souvent des familles avec les enfants parce que c'est ceux que je côtoie le plus. Je n'oublie pas les autres, donc je laisserai peut-être plus de place aussi aux questions pour justement pouvoir. Je vais rester générale et puis on verra si vous avez des questions plus précises. Pour repartir sur les bases qui concernent toutes les personnes avec autisme, eh bien c'est ceci, c'est qu'est-ce que l'autisme et ce spectre de l'autisme, il reprend deux grands domaines de symptômes, de signes, de particularités. D'une part, des difficultés dans la communication sociale et d'autre part, des comportements restreints, une tendance des comportements répétitifs, une intolérance au changement, une tendance à préférer la routine et des particularités sensorielles qui sont aussi quelque chose d'extrêmement important, qui ont été ajoutées seulement dans la dernière version de notre manuel de diagnostic et qui, pour moi, sont assez fondamentales pour comprendre l'autisme. Je vais tenter, mais j'ai pas l'habitude de ce truc, ça va marcher. Je sens que c'est vendredi 13 qui a décalé, qui est en retard. Donc, on a effectivement le trouble du spectre de l'autisme, c'est déjà un vaste spectre et il s'intègre dans un spectre encore plus large qui est celui des troubles neurodéveloppementaux. Et ces troubles neurodéveloppementaux, ils ont cette caractéristique, c'est qu'ils s'associent fréquemment entre eux. Quand on a un trouble neurodéveloppemental, on a un risque d'en avoir un autre. C'est tout particulièrement vrai pour tous, je veux dire, mais on parle beaucoup du TDAH, dont vous allez entendre parler ensuite. Les problématiques combinées entre l'autisme et le TDAH sont particulièrement fréquentes. En réalité, ça concerne presque la moitié des personnes avec de l'autisme. Et d'où est-ce que ça vient, cette association ? Je pense que c'est vraiment important d'essayer de vous le faire comprendre, c'est que ce qu'on appelle ces troubles neurodéveloppementaux, qu'est-ce que ça veut dire ? On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est un trouble neurodéveloppemental ? Alors, ce que vous voyez en dessous, est-ce que je vais arriver à faire bien chez vous ? Ce que vous voyez ici, c'est le neurodéveloppement. Donc ça commence in utero, et puis il y a différentes phases, évidemment, toute la phase de constitution de l'organe en lui-même, et puis à la naissance, on a un cerveau qui est constitué, mais qui a, vous voyez, entre la naissance et 2 ans, on va avoir explosé ici, c'est des neurones corticaux. La différence, il y a le même nombre de neurones. La différence, évidemment, c'est que tous les réseaux qui se sont créés à cette période-là, qui est une vraie explosion, c'est un feu d'artifice, eh bien, de ces réseaux vont dépendre tous les apprentissages et tout le fonctionnement de la personne. Le neurodéveloppement, c'est aussi ça. Et puis, ça ne se termine pas à 2 ans, même si on sait que dans l'autisme, il y a vraisemblablement une phase vraiment critique à cette période-là, parce que c'est souvent là qu'apparaissent les symptômes. Et puis, ça ne se termine pas à 2 ans, mais jusqu'à 20 ans. C'est un cerveau qui n'est pas complètement terminé. Donc voilà, après ça. Sur les conclusions, on veut. Effectivement, un trouble neurodéveloppemental, c'est les manifestations cliniques qu'on va avoir, qui sont dans le cas de l'autisme, ces troubles de la communication, ces difficultés d'adaptation au changement et cette propension à avoir des intérêts très spécifiques, très, très intenses et moins diversifiés, correspondent à des atypies du fonctionnement cérébral. C'est vraiment ce que veut dire le trouble neurodéveloppemental. Et ces atypies de fonctionnement, elles viennent du câblage, si j'ose dire, et des mises à jour. J'expliquais ça à une famille hier. C'est finalement... Les difficultés, elles apparaissent parfois à un moment quand il y a une mise à jour.
Parce que le neurodéveloppement, il y a un remaniement permanent du fonctionnement, et quand d'un coup il faut faire une nouvelle mise à jour, et ben, c'est là qu'on voit qu'en fait le réseau ne supporte pas cette mise à jour, si j'ose dire, et que les difficultés peuvent apparaître. Donc là aussi, on va de nouveau parler de chiffres, et on est dans une période où on a l'impression que, moi je vois de l'autisme partout, je ne sais pas si c'est que j'ai un regard un peu biaisé, mais effectivement on en parle beaucoup, et surtout on voit aujourd'hui un nombre de personnes qui sont concernées qui n'a rien à voir avec quand j'ai commencé, je dois vous dire. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Et dans les années 2000, effectivement, on disait 4 à 6 pour 1000. Et aujourd'hui, et ça correspond à ce nombre-là, il correspond à ce qu'on connaît classiquement de l'autisme, c'est-à-dire, on dit toujours des enfants, alors que j'ai raison, je veux dire, les personnes avec l'autisme ne restent pas enfants, non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais des personnes qui vont avoir quasi pas de communication, une dépendance très importante à l'environnement parce que des capacités d'adaptation très limitées, et un trouble vraiment important du lien à l'autre. Et finalement, on a découvert progressivement qu'il y avait beaucoup plus de personnes concernées que cela, et il y avait des formes très différentes de l'autisme, d'où le spectre. Et aujourd'hui, on parle de 1% en population générale, ce qui fait beaucoup plus, beaucoup plus. Et aux États-Unis, en Californie, ils en sont à les chiffres de mars 2023, à des chiffres qui sont 1 pour 36. Vous voyez, on est sur... il y a beaucoup. Et donc, il y a 20 ans, on ne faisait les diagnostics que de ces personnes. Donc, évidemment, il y a un retard à faire les diagnostics qui est énorme, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de travail à diagnostiquer les personnes a posteriori. En tout cas, tard dans leur vie. Avec, effectivement, des personnes et des familles qui ont dû faire avec, se débrouiller sans avoir de diagnostic, ou parfois avec un autre diagnostic. La même question que celle qui a été soulevée par mes collègues. On sait effectivement qu'il y a 4 garçons pour une fille, même si, certes, on diagnostique moins bien aussi l'autisme chez les femmes, mais vraisemblablement, il reste une prédominance masculine dans ce trouble. Il y a toutes sortes d'hypothèses, mais pour l'instant, il n'y en a aucune qui soit tout à fait vérifiée. Et la grosse différence également avec ce qu'on connaît classiquement de l'autisme, c'est qu'en réalité, la déficience intellectuelle, elle est présente. C'est une comorbidité, vous avez dit, les troubles du neurodéveloppement, ils s'associent entre eux. C'est fréquent que ça soit associé avec donc, une déficience intellectuelle, des compétences cognitives qui se développent moins, qui sont inférieures à celles de la classe d'âge. Néanmoins, là où auparavant c'était quasi systématiquement considéré comme étant associé, on voit qu'aujourd'hui on a moins de 40% des personnes avec l'autisme qui ont en fait une déficience intellectuelle. Et donc énormément de gens qui n'ont pas de déficience intellectuelle et qui ont des présentations d'autisme qui sont différentes. Voilà, donc c'est l'illustration de ce que je viens de vous dire, ça a beaucoup changé. Et en France, là aussi, on n'a pas encore tout à fait rattrapé les chiffres que nous donnent les études américaines, qu'elles soient canadiennes ou états-uniennes. Et donc, effectivement, on arrive à cette notion de spectre qui s'est énormément élargie. Donc, je dis toujours, le spectre, c'est le spectre des couleurs, et pas le spectre qui fait peur, n'est-ce pas? Et on a des formes de présentation d'autisme qui sont très différentes, ce qui peut être très compliqué aussi à gérer et pour les personnes et pour leur famille. Parce qu'on va souvent, d'ailleurs, on a créé un petit dépliant au Centre Ressources Autisme qui s'appelle « Tape à l'air autiste ». Parce que, et qu'on donne aux patients, parce qu'on dit, on va vous le dire, c'est obligé. On va vous dire que vous n'avez pas l'air autiste, que c'est pas possible que vous le soyez. Parce quand bien même vous sortez de votre diagnostic au Centre Ressources Autisme, plein de gens vont vous dire que non. Et de la même façon pour des adultes ou pour des enfants. Il n'y a pas si longtemps, une directrice de crèche qui nous a appelé en disant « Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Cet enfant n'a pas du tout d'autisme. » C'est-à-dire, voilà, il faut arriver à dépasser ça. Et pour les familles, évidemment, c'est très compliqué quand
Et elle leur dit, mais non, il n'y a pas besoin de soins, cet enfant, puisque moi, je ne trouve pas qu'il soit autiste du tout. Ce que l'on sait et qui est constant, quelles que soient les formes cliniques, ça c'est quand même quelque chose de très important. L'autisme, c'est une pathologie, donc c'est pas une pathologie, je me reprends, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc on ne va pas chercher à le guérir, puisque la personne, elle est câblée comme ça, si j'ose dire, on ne va pas aller refaire ses connexions neuronales. Hein. On va pouvoir en créer d'autres par de l'apprentissage, et le soin, c'est de créer des apprentissages, et aussi de l'adaptation. On ne guérit pas l'autisme, ça n'a pas de sens. Et c'est très important aussi pour les personnes de leur dire, on ne va pas vous normaliser, on ne cherche pas à faire ça. Ce qui est parfois difficile à accepter aussi hein, pour les personnes elles-mêmes. Mais c'est important à comprendre. Et le trouble du spectre autistique a un impact très fort sur la qualité de vie des familles. Il y a eu des études, celles-ci ont comparé avec des familles qui ont un enfant avec une déficience intellectuelle, avec un handicap moteur, avec des maladies chroniques, le diabète. Eh bien, on voit que, et même quand il n'y a pas de déficience intellectuelle associée à l'autisme, l'impact sur la qualité de vie des familles est très fort et plus important. Les hypothèses, c'est que, et donc ça je pense que c'est une réalité, dont on parle souvent avec les familles que j'accompagne, c'est difficile de créer le lien avec votre enfant. Vous avez du mal à le comprendre, alors que vous pensez que c'est votre rôle le plus fondamental. Vous avez du mal parfois à échanger les signes d'affection, et vous ne les comprenez pas, il ne vous donne pas, il ne vous dit pas papa et maman, par exemple. Ce qui est quand même quelque chose, c'est votre enfant qui vous le dit, hein, personne d'autre ne va vous appeler papa ou maman. Quand il ne le fait pas, c'est quelque chose c'est une blessure, qui ne vous quitte pas. Et puis évidemment, quand il y a des troubles du comportement, et notamment des colères, et là aussi, on a souvent des situations avec des enfants qui sont, ou des adolescents qui sont à l'école extrêmement discrets, parfaits, très polis, voire un peu trop, et pour lesquels personne n'arrive à croire qu'en famille, c'est la tyrannie. Et pourtant, c'est extrêmement classique. Et les parents sont très démunis, et souvent, on va leur dire c'est que c'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut, c'est vous qui êtes dysfonctionnel, puisque votre enfant, avec nous, il va très bien. Et ça, c'est extrêmement terrible à entendre pour une famille qui subit des choses que l'enfant n'exprime pas ailleurs, justement parce qu'il a une relation beaucoup plus confiante et qu'il se sent vraiment en relation avec sa famille. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment et qui est très difficile à vivre aussi. Et l'autisme, ça se niche, si j'ose dire, pour les personnes. C'est toute leur vie, elle fonctionne différemment. Toutes les perceptions, tous les actes élémentaires de la vie quotidienne peuvent devenir très pénibles pour eux. Et ils peuvent l'exprimer, et c'est leur famille qui le vit avec eux. Il y a eu des études qui montraient que les mères avaient un niveau de stress encore plus important que les pères. Alors ça c'est potentiellement aussi sociétal avec la personne qui va... il est très fréquent qu'un des deux parents arrête son travail, et le plus souvent c'est les mères. Il y a dans les familles d'enfants autistes, il y a presque... il est rare, je dirais qu'il y en a une bonne moitié en tout cas, dont un des parents a arrêté son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant. C'est presque une fatalité, ce qui est aussi très difficile à transmettre aux familles. Quand on vient d'avoir le diagnostic, ils disent mais attendez, comment je vais faire pour travailler? Effectivement, ça va être très compliqué. Donc c'est aussi des choses, je pense, qu'il faut vraiment dire. Et quels sont les facteurs de résilience face à cette situation assez terrible que je viens de vous dépeindre? Heureusement, il y en a plusieurs. D'abord, le soutien social. C'est-à-dire que quand on veut faire une société inclusive, ça veut dire qu'il faut vraiment maintenir le lien, accepter que les parents ils viennent avec cet enfant qui peut-être fait du bruit, qui peut-être crie, qui peut-être fait des choses un peu étranges. C'est pas grave, c'est comme ça. Les parents souffrent beaucoup du regard dans la rue, au parc.
Et certains disent non, non, je préfère ne pas y aller parce que c'est trop pénible. Et puis on entend toutes sortes de jugements sur mon éducation. Voilà, l'enfant qui crie au supermarché. Voilà. Oh là là. Et donc, une arme très importante aussi pour que les familles vivent mieux cette situation, c'est de mieux comprendre, résoudre un peu l'énigme et qu'eux-mêmes puissent avoir les clés pour s'ajuster parce que c'est eux qui sont aussi tous les jours à aider leur enfant à, quel que soit son âge, à vivre avec son autisme. Tout ça pour vous dire que les programmes dans le dispositif TED, toutes les unités ont des groupes pour les parents d'information et pour les aider à comprendre ce qu'on appelle la pensée autistique. Et mon collègue Jacques Constant, il avait créé cette vidéo qui s'appelle « Permis de se conduire en pays autiste ». Mettre ses lunettes, hein, c'est-à-dire arriver à essayer de faire nous aussi le pas vers, avec notre empathie, pour essayer d'aller se mettre à la place de ce que vit une personne qui a de l'autisme, et donc se comprendre un peu plus. Chacun fait un pas. On demande toujours aux personnes qui ont de l'autisme de nous comprendre en disant elles n'ont pas d'empathie, voilà, pas du tout. Elles ont du mal comme nous, on a du mal à concevoir la façon dont elles vivent le monde. Ben, c'est la même chose pour elles, il n'y a pas de raison. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir faire un pas et mieux se comprendre, parce qu'il y a lutter contre la solitude. Pour ça, il y a plein d'outils, travailler sur l'expression, travailler sur les interactions sociales. Et ça, c'est des outils qu'on peut transférer aux familles. Et je fais un point important aussi sur la sensorialité, parce que c'est ce qui nous différencie le plus, je crois. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir reconnaître, comprendre. La valeur des comportements pour communiquer aussi. Et en même temps, cette sensorialité très particulière qui permet aussi de faire des choses assez extraordinaires pour certaines personnes autistes. Et voilà, il y a certaines infos. Le Centre Ressources Autisme, il est ouvert pour toute personne intéressée par l'autisme. Vous avez besoin de justifier de rien du tout, juste venir voir. Il y a un centre de documentation. Il y a aussi des ateliers qui sont faits pour les aidants et qui sont faits aussi bien avec des groupes séparés pour les parents d'enfants petits, pour les parents d'adolescents, pour les parents d'adultes, en fonction des situations, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait les mêmes questions qui se posent. Ce qui se développe aussi, c'est des accompagnements sur la parentalité d'un enfant autiste quand on est soi-même autiste, parce que c'est une situation qui arrive de plus en plus, puisque maintenant on fait les diagnostics des parents. Avant on se disait « Ah, tiens ». Maintenant on fait les diagnostics des parents, et c'est encore une autre problématique, avec des questionnements qui sont aussi à prendre différemment. Voilà. Alors, c'était des mots. Aujourd'hui, c'était pour vous dire tout ce qu'on utilisait avant comme terme, y compris des termes. Ça peut sembler un peu choquant de dire autisme bizarre. C'était truc de clinicien pour dire, c'était il y a très longtemps, leur mamie qui disait actif bizarre. C'est-à-dire des personnes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on pense de quelqu'un de replié. C'est-à-dire c'est quelqu'un au contraire qui va s'agiter, mais qui est plutôt un peu étrange dans sa façon d'interagir. Tout ça, c'est ce qui maintenant rentre dans le spectre. C'est pour dire qu'il y a une grande diversité. Aujourd'hui, on ne fait pas de différence entre ce qu'on appelait syndrome d'Asperger, on découvre qui c'était, et l'autisme de haut niveau. Finalement, ça n'a pas tellement de pertinence. Maintenant, on donne un diagnostic précis à chaque personne. D'accord ? Il y a des personnes qui n'ont pas de difficulté de langage, qui n'ont pas de difficulté cognitive et qui ont de l'autisme. Elles correspondent à ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger, mais ça peut, quand on est petit, on peut avoir une autre forme d'autisme et à l'âge adulte, finalement, avoir ce qu'on appelle un syndrome d'Asperger. Donc finalement, il n'y a pas une catégorie comme ça, des tranches, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que ça répond donc, ce qu'on appelait avant, la différence qu'on faisait, en fait, c'était si les capacités cognitives étaient meilleures en verbal ou meilleures en non-verbal. C'était ça la différence. Est-ce que c'est pertinent? Pas forcément.
Alors, c'est une question qui se pose énormément, évidemment, parce qu'il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a eu une meilleure connaissance globale, la science a avancé, des efforts considérables pour financer le diagnostic précoce. Ça, c'est une réalité quand même qu'il faut nous souligner. Tout n'est pas parfait, mais ça, oui, ça s'est produit. Et en même temps, effectivement, du coup, un questionnement, et le spectre qui s'est élargi, hein, voilà, on diagnostique aujourd'hui des troubles qu'on n'aurait pas diagnostiqués auparavant comme étant de l'autisme. Et en même temps, cette question qui est quand même, ça fait vraiment beaucoup plus qu'avant. Qu'est-ce qui se passe, notamment effectivement en Californie, là, c'est assez impressionnant. Et ils font des études depuis longtemps, ils ont quand même des moyens conséquents depuis longtemps dans ces états-là. Alors, pour y répondre, il y a des études de cohorte qui sont en train de se faire, d'ailleurs à laquelle nous participons au dispositif TED, la cohorte Marianne, qui est une recherche où on va proposer à des mamans, qu'elles aient un enfant avec de l'autisme ou pas, mais qui sont enceintes, d'accompagner, voilà, de faire tout un suivi. Il y a dans cette étude, il y a même des prélèvements d'eau, des prélèvements de cheveux qui sont prévus, de sang du cordon ombilical. Et effectivement, on intègre dans cette étude des familles dont un des enfants qui ont déjà un enfant avec de l'autisme, parce qu'on sait qu'il y a un risque plus important, de 4 à 8%, d'avoir un deuxième enfant avec de l'autisme. Et quand on a déjà 2 enfants avec de l'autisme, là, c'est passe à 25 à 30% de risque d'avoir encore un nouvel enfant avec de l'autisme. Et il y a probablement des causes génétiques, mais il y a aussi la question environnementale qui se pose effectivement. Et donc, voilà, on met au point ces études, mais qui sont des études très complexes, difficiles de faire rentrer dans ces études aussi des mamans enceintes. Voilà, c'est pas forcément leur souhait, avec un suivi ensuite de leur enfant. Eh ben, merci beaucoup, Dr Mélinée Luc, on l'applaudit.